Alors, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel de physique de 5e secondaire, toujours dans notre chapitre sur l'énergie et toujours dans notre introduction sur les concepts d'énergie avec notre petit détour qui passe par les machines simples. Petit survol très très rapide de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Premier tutoriel sur les machines simples, on a expliqué les grands principes, le principe fondamental des machines, le gain mécanique. Ensuite, tutoriel 2 et 3, respectivement, on a étudié davantage les leviers ainsi que les poulies. Et aujourd'hui, donc dans ce nouveau tutoriel, notre objectif, c'est de, en quelque sorte, là, passer au travers là, tous les autres types de machines. Donc, passer peut-être un peu plus rapidement qu'on l'a fait que pour les poulies et les leviers. Donc, et expliquer donc les principes fondamentaux derrière là, chacune de ces machines-là ou des combinaisons de machines également. Donc, sans plus tarder, ben, c'est parti avec le plan incliné. Certains peuvent peut-être se surprendre qu'un plan incliné constitue une machine. Ben, c'en est une machine. Une machine qui nous aide, dans le fond, à soulever des objets là, plus facilement. Et j'ai une petite vidéo ici que j'ai trouvée là, sur YouTube pour nous permettre de bien comprendre ce qui se passe. Donc, imaginons ici que quelqu'un souhaite soulever un baril. Je ne sais pas si je peux fermer ça, voilà ici. Donc, soulever un baril d'une certaine hauteur. Donc, vous voyez que le jeune homme ici essaie de soulever le baril. Bon, évidemment, c'est une représentation en dessin animé, mais on comprendrait que ça pourrait se faire dans la vraie vie également. Donc, si on essaie de soulever ici un baril de la hauteur, dans le fond, du plan incliné qui est là, ben, pas du plan incliné, mais de l'espèce de rampe qui est là, mais évidemment, la force nécessaire pour être capable de faire ça, c'est la force complète. Donc, il faut être capable de soulever la force de gravité relativement au baril. Autrement dit, donc, si on a le baril ici, qu'on veut le soulever à vitesse constante, on sait que la force de gravité comme ça ici, mais si je veux le soulever à vitesse constante, ben, il faudra que je déploie une force vers le haut, donc qui est égale à cette force de gravité-là ici. Donc, si le baril est très lourd, évidemment, ça va me prendre une force qui est très grande. Donc, quelle est la solution pour ça? Bien, poursuivons la vidéo ici, on va comprendre rapidement l'idée, et vous la comprenez déjà, j'en suis certain. Ben, c'est de ne pas essayer de soulever en soulevant toute la force de gravité, mais plutôt de pousser ce même baril ou ce même objet-là le long d'un plan incliné. Donc, évidemment, je peux mettre une pause ici. Le mouvement le long du plan incliné est plus long. Donc, de gravir le plan incliné, en termes de longueur, en termes de distance, c'est plus long que simplement la distance ici que j'ai montrée, donc qui représente la hauteur, dans le fond, là, la hauteur à laquelle je veux soulever le baril. Donc, de faire le plan incliné, c'est beaucoup plus long, mais évidemment, beaucoup plus facile. La force à déployer est beaucoup plus petite que par rapport au fait là, d'essayer de tenter de soulever là, le baril là, simplement à la verticale. Donc, c'est ça l'idée d'un plan incliné, ça nous permet de soulever des objets beaucoup plus facilement en prenant un chemin qui est plus long que simplement la verticale. Parce que la verticale, c'est le chemin le plus court, mais c'est le chemin le plus difficile également. Donc, mettons ça ici en schéma dans notre document de notes. Donc, vous êtes à la page 3 de votre document de notes et nous sommes dans le fond à la section 2.3, c'est le plan incliné, la section 2.3. Et donc, on a ici la situation qui est représentée là, sous forme là, de plan incliné et de bloc. Donc, on va illustrer un petit peu ce qui se passe ici en termes de force. Donc, quelles sont les forces qui sont en jeu? Donc, la première force qui est en jeu, ben, pas nécessairement la première, là, mais une des forces qu'on peut représenter, si on souhaite déplacer donc le bloc vers le haut du plan incliné, ben, il faut exercer une force motrice, donc pousser sur le bloc vers le haut du plan incliné, et il faut le faire pour la distance complète du plan incliné. Donc, il faut utiliser la longueur complète du plan incliné. Ce qu'on essaie de faire en ce moment, pendant qu'on pousse le bloc le long du plan incliné, c'est qu'on essaie de le soulever de la hauteur du plan incliné ici. Donc, cette hauteur-là ici, bon, je n'ai pas besoin d'un point d'interrogation, je vais mettre juste H pour la hauteur. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On soulève de cette hauteur-là, mais on prend un chemin qui est plus long pour ça. Donc,
on se bat contre, d'une part, la force résistante, qui en somme, lorsqu'on regarde cette situation-là, est la force de gravité. Et comme je le disais, ben, la force de gravité, si je n'avais pas le plan incliné, je devrais la combattre sur une hauteur qui correspond donc à la hauteur du plan incliné. Donc le déplacement résistant, c'est la longueur du déplacement que j'aurais à faire si je n'avais pas de plan incliné, et ça correspond à la hauteur du plan incliné. Donc, morale de cette histoire. Et là, je sais que vous avez une case dans votre document de notes qui s'appelle Principe. Vous n'aurez peut-être pas suffisamment de place pour écrire tout ce qui est écrit ici. Peut-être là, simplement lire les définitions que j'ai indiquées là et peut-être noter la formule du gain mécanique qu'on va tirer de ça. Donc, dans le cas d'un plan incliné, la force motrice nécessaire à déplacer la charge est réduite le long du plan incliné comparativement à celle nécessaire pour soulever la charge à la verticale, sans le plan incliné évidemment. Et ça, sans faire un topo qui est très long et complexe, on pourrait faire référence au chapitre précédent sur les forces. Et on a vu, dans le fond, là, comment décortiquer les forces dans le cas d'un plan incliné, et notamment la force de gravité, la force résistante ici, qui est décomposée en Y et en X, donc FGX ici et FGY comme ça. Et dans le fond, dans une situation où je souhaite, il y a aussi la normale, c'est vrai, donc dans une situation où je souhaite faire en sorte de pousser mon bloc vers le haut du plan incliné à vitesse constante, ben, dans ce cas-là, je devrais pousser, ma force motrice serait égale donc à la force de gravité en X. Et on sait que la force de gravité en X est nécessairement plus petite que la force de gravité. Donc, la force de gravité, là, M fois G va être beaucoup plus grande, et ça, ce serait la force que j'aurais à déployer si je n'utilisais pas le plan incliné pour soulever mon bloc. Donc, voilà pour ça. Donc, encore une fois, on peut faire référence au principe fondamental des machines. J'utilise un chemin qui est plus long pour soulever ma charge que si je devais le faire sans la machine, donc soulever la charge à la verticale. Mais évidemment, en faisant ça, j'utilise une force qui est moindre. Donc, évidemment, un plan incliné va nous servir non pas pour gagner du temps, gagner de la vitesse, mais bien sûr pour amoindrir les charges qu'on doit soulever d'une certaine hauteur. Donc, cela s'explique par le fait que le déplacement moteur est supérieur au déplacement résistant. Voilà, donc ça, c'est bien compris dans le plan incliné. Comme je vous disais, ces deux informations-là, pas nécessaire de les noter dans votre case principe. Par contre, une chose qui peut être intéressante à noter, certainement, donc, c'est la façon dont on peut calculer le gain mécanique. Donc, on le voit très bien sur le dessin. Si je me réfère au gain mécanique idéal, donc qui est toujours le déplacement moteur divisé par le déplacement résistant, bien, le déplacement moteur représente la longueur du plan, donc la longueur que je dois franchir le long de la pente, si vous voulez, sur mon plan incliné. Tandis que le déplacement résistant, bien, c'est la distance pour laquelle je devrais, contre laquelle je devrais me battre en quelque sorte si je n'avais pas le plan incliné, bien, cette distance-là correspond à la hauteur du plan incliné. Donc la hauteur sur laquelle je devrais soulever le bloc, soulever l'objet, si je n'avais pas donc le plan incliné. Donc, avec ces deux informations-là, déplacement, c'était pas déplacement, déplacement moteur, donc longueur du plan incliné et hauteur du plan incliné, déplacement résistant, on est capable de calculer le gain mécanique du plan. Et donc, ça veut dire que plus le déplacement moteur sera grand, pour une petite hauteur du plan incliné, ben, plus on aura un gain mécanique élevé. Et ça veut dire aussi que plus l'angle dans votre plan incliné sera bas. Et ça, c'est logique. Là, si vous avez une pente très, très faible, ça va être beaucoup plus facile pour vous de soulever un objet, mais ce sera aussi beaucoup plus long. Donc, voilà pour ça. Je ne ferai pas d'autres exemples mathématiques. Je pense que si on devait faire un calcul, puis un peu plus tard dans le tutoriel, on fera un calcul où il y aura présence d'un plan incliné. Vous allez voir que le calcul en question, là, ça se fait très, très bien. Ce n'est pas particulièrement complexe. Donc, voilà. Excellent. Donc, passons à la section suivante. Donc, c'est toujours à la page 3. On est à la section 2.4 de votre document, où on regarde d'autres types de machines simples, ainsi que d'autres combinaisons possibles des machines simples. Et donc, vous avez deux tableaux. Le premier représente d'autres types de machines, le deuxième des combinaisons de machines.
Donc, premier tableau avec premier type de machine supplémentaire, donc c'est la vis. La vis, donc, c'est une machine simple dans laquelle on veut actionner donc la vis en faisant une rotation de celle-ci pour que celle-ci s'enfonce peu à peu, donc dans un matériau, là, dans du bois. Évidemment, il y a d'autres applications pour la vis, on peut parler d'une vis sans fin, etc. Mais allons-y au sens le plus traditionnel du terme, comme outil pour lier là, des objets, des matériaux ensemble. Donc, pour actionner une vis, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, évidemment, on doit faire la rotation donc de la tête de la vis. Donc, le déplacement moteur sera représenté par la rotation de la tête de la vis. Et cette rotation-là, à chaque fois qu'on va faire un tour complet donc de la vis va s'enfoncer donc à l'intérieur du matériau d'une distance qui correspond à l'espace qu'il y a entre ce qu'on appelle les filets. Donc, les filets, là, c'est les espèces de petites rainures, là, que vous avez sur votre vis. Donc, ça s'appelle un filet. Et donc, c'est en spirale tout autour de la tige centrale de la vis. Donc, vous voyez qu'il y a un espace ici entre les filets. Et cet espace-là peut être plus ou moins grand pour certains types de vis, j'y reviendrai. Et donc, cette distance-là, c'est le déplacement résistant. Donc, à chaque fois qu'on tourne la vis d'un tour au niveau de la tête, la circonférence de la tête, ben, la vis va s'enfoncer, donc d'une distance équivalente à l'espace qu'il y a entre deux filets. Et cet espace-là, on l'appelle le pas de vis. Et non pas comme parce qu'il n'y a pas de vis, là, dans le sens aucune sans, donc pas dans la négation, mais plutôt pas comme on fait un pas. On avance d'un pas. Donc, à chaque fois qu'on tourne la vis avance d'un pas, donc qui correspond à l'espace entre ces filets. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de gain mécanique, si je cherche à calculer le gain mécanique d'une vis, donc je dois calculer toujours en termes de gain mécanique idéal le déplacement moteur. Donc, ça correspond à la circonférence de la tête de la vis. Donc, à chaque fois que je fais une rotation complète de la tête de la vis, ma vis se déplace donc en termes vertical d'une distance qui correspond là, au pas de vis, la distance entre les filets. Donc, ça, c'est le déplacement résistant. Et donc, si vous pouvez, je sais qu'il y a encore une fois là, pas une tonne d'espace dans votre document. Si vous pouvez le noter, là, soit dans une marge ou quoi que ce soit. En même temps, bon, est-ce que c'est véritablement nécessaire de noter cette information-là dans le document quand, à chaque fois, dans le fond, je reviens avec la même définition du gain mécanique, qui est le déplacement moteur sur le déplacement résistant. Donc, si on est capable d'identifier qu'est-ce qui est le déplacement moteur et qu'est-ce qui est le déplacement résistant dans chacun des outils, est-ce que c'est vraiment nécessaire là, de noter la définition ici en mots? Peut-être pas. Donc, l'idée, là, c'est simplement de comprendre qu'est-ce qui est le déplacement moteur, qu'est-ce qui est le déplacement résistant dans chacun de ces types ou de ces machines-là. Je parlais tantôt des différents types de vis. J'ai fait ici une vidéo pour vous montrer cela en action. Donc, j'ai placé dans un même morceau de bois deux vis de longueur égale. Donc, les deux vis, en ce moment, sont légèrement là, insérées dans la pièce de bois, mais donc, il n'y en a pas une qui est plus longue que l'autre. Les deux ont exactement la même longueur. Et ce qu'on voit, donc, c'est la vis de gauche qui est ici. Donc, elle a un filet, là, ou des filets, donc, rapprochés. Et ce qui veut dire qu'elle a un pas de vis, là, filet rapproché ici. Et dans la vis de droite, donc les filets sont espacés. Donc, c'est-à-dire que le pas de vis est plus grand. Filet espacé. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici, en termes là, de gain mécanique? Si on compare les têtes des deux vis, elles sont sensiblement identiques, sensiblement pareilles, vous le voyez ici. Donc, si on a donc des filets plus rapprochés dans la vis de gauche, ça veut dire que en termes de gain mécanique idéal, donc pour un déplacement moteur, circonférence de la tête de la vis qui est identique, j'ai un déplacement résistant qui est plus petit parce que mon pas de vis
est plus court et plus petit, les filets sont plus rapprochés. Et dans le cas de la vis de droite, c'est exactement le contraire. Le GMI, donc déplacement moteur, c'est la même chose, c'est la même tête de vis. Et le déplacement résistant, donc, est plus grand parce que l'espace entre les filets est plus grand. Ce qui veut dire qu'au final, le gain mécanique de la vis de gauche va être plus élevé parce que le dénominateur est plus petit et le gain mécanique de la vis de droite va être plus bas, plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et à quoi ça correspond, donc, dans la vidéo et dans la vie en général? Donc, ça veut dire que la vis de gauche, si son gain mécanique est plus grand, elle va avoir moins besoin de force, donc, pour actionner la tête. Donc, c'est-à-dire que quand je vais faire la rotation de la tête, donc, je vais avoir moins besoin de forcer. Vous allez voir, je vais actionner ma vidéo dans quelques instants. Moi, j'ai utilisé un outil électrique pour visser les vis. Donc, on ne peut pas percevoir la différence. Mais si j'avais à prendre un tournevis et faire le test, ben, je verrais que la vis de gauche est plus facile à visser que la vis de droite. Mais, en contrepartie, quelle est la balance du pouvoir, si vous voulez, entre ce gain mécanique plus grand pour la vis de gauche et plus faible pour la vis de droite? Bien, vous allez voir, là, et je vais le montrer ici, ça va être assez clair. La vis de gauche, bien que ça serait plus facile la rentrée donc dans le matériau, ça va prendre plus de temps parce que les filets sont plus rapprochés. Donc, à chaque fois que je fais un tour, j'avance moins dans le matériau que la vis de droite. Donc, je vais faire jouer ici la vidéo. On va bien voir ça en action. Oh, pardon. Donc, c'est parti. Donc, on voit la vis de gauche ici. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'utilise une perceuse avec une vitesse de rotation qui est identique pour les deux vis. Donc, on a vu, là, on s'est donné une certaine idée du temps que ça prenait pour la vis de gauche. Et là, maintenant, pour la vis de droite, et, bon, sans être une différence très marquée, je pense qu'on peut constater que c'est généralement plus rapide. Donc, je peux le refaire jouer ici. Donc, la vis de gauche, on voit là que ça prend un certain temps, et voilà. Et ensuite, la vis de droite, donc, même principe. Donc, avec la même vitesse de rotation, on arrive donc beaucoup plus rapidement. Et ça vous indique également un peu pourquoi il y a différents types de vis. Si vous allez dans une quincaillerie, pourquoi est-ce que toutes les vis, il y en a plein qui sont différentes, certaines avec des filets plus rapprochés, plus espacés? Bien, ça dépend un peu des utilisations qu'on a à faire. Donc, les vis avec les filets plus rapprochés vont vous permettre de forcer moins, vont vous permettre plus de précision également dans le vissage que vous allez pouvoir faire. Donc, dans certaines applications, c'est recherché. Tandis que quand, par exemple, on fait de la construction et qu'on veut faire les choses rapidement, donc on va davantage utiliser des vis avec des filets espacés qui nous permettent de gagner du temps. Donc, si je suis en train là, de poser des panneaux de gyps, il faut que j'installe 40 vis et que j'ai 100 panneaux à faire. Évidemment, ça fait là, 4000 vis à placer. Il va falloir que ça se fasse rapidement. Donc, je ne voudrais pas avoir des vis qui vont prendre une éternité à rentrer dans les panneaux. Donc, je vais prendre des vis avec des filets qui sont espacés. Donc, tout dépendamment des applications, on va utiliser différents types de vis et justement, ben, le gain mécanique de chacune va nous expliquer, va nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe avec tout ça. OK. J'avais fait une autre vidéo également. Celle-là est en accéléré. Ça va peut-être être difficile de voir, mais j'avais vissé avec mes mains. Et c'est ce que j'expliquais un peu tantôt. C'est peut-être un peu difficile à voir dans cette vidéo-là en accéléré, parce que, bon, visser à la main, ça prenait beaucoup plus de temps. Évidemment, il faut me croire sur parole, mais si vous aviez fait donc le test vous-même, donc encore une fois, la vis de gauche, un filet plus petit qu'un pas de vis plus petit que la vis de droite, mais vous auriez constaté, et je vous invite à le faire à la maison, là, si vous avez deux vis différentes, environ de la même longueur, même type de tête, vous allez voir que celle qui a le filet le plus petit, le filet le plus rapproché, va toujours être plus facile à visser. Mais évidemment, ça va vous prendre plus de temps. À l'inverse, des vis avec des filets très espacés, généralement, même, c'est très difficile de le faire à la main, là. Moi, j'avais pré-percé un trou ici, puis même avec ça, il faut forcer un peu. Sinon, on utilise évidemment des outils électriques pour visser ce genre de vis.
Donc, voilà pour les vis. Maintenant, roue et axe. Donc, un système roue et axe, ben, ça constitue une machine simple, puisqu'il y a un mouvement de l'axe ou de la roue qui provoque, dans le fond, le mouvement de l'autre partie. Et dans le fond, ce système-là peut être vu de deux façons. Il y a deux façons d'actionner un système roue et axe. Et on va faire les deux exemples ici. Le premier, donc, ce serait une situation où j'actionne donc l'axe central d'une roue. Donc, le déplacement moteur serait le déplacement, la rotation de l'axe central, qui impliquerait ensuite une rotation de la roue. Donc, cet exemple-là, ce serait, dans le fond, si vous imaginez une situation réelle qui correspond à ça, ce serait d'imaginer, dans le fond, les roues de votre voiture qui sont actionnées par le moteur. Donc, le moteur actionne un axe central qui, lui, ensuite, va actionner vos roues. Donc, l'axe central mu par le moteur, donc c'est votre déplacement résistant. Donc, la circonférence de l'axe de votre roue. Et en contrepartie, donc, votre roue, elle, tourne. Donc, la circonférence de votre roue, donc, constitue votre mouvement là, au niveau du déplacement résistant. Dans un système comme celui-là, si je calcule le gain mécanique, on voit très bien que le déplacement moteur, ici, donc delta XM est très petit et delta XR est très grand. Donc, ce qui veut dire que dans un système comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, notre gain mécanique est très petit. Donc, on a un gain mécanique qui est faible, et ce qui veut dire que ça va nous prendre une force très, très grande au niveau de l'axe central de votre roue. Mais qu'est-ce que vous allez gagner en contrepartie de la vitesse de rotation? Donc, votre roue, en termes de rotation, là, aux extrémités, au niveau de la circonférence de votre roue, va rouler beaucoup plus rapidement. Mais il faut être prêt à mettre une force qui est très, très grande pour actionner le mouvement, la rotation de la roue. Il est possible aussi de visualiser le même système, mais à l'envers. Donc, si on actionne la roue pour déplacer l'axe central. Et quel genre de système utilise ce principe-là? Bien, toujours dans une voiture, bien, votre volant. Donc, le volant de votre voiture utilise ce principe-là. Donc, vous tournez le volant pour tourner donc un axe qui vous permet de tourner les roues. Et ça vous permet, dans le fond, de réduire l'effort, réduire la force nécessaire pour être en mesure de tourner votre roue. Donc, dans ce système-là, donc si on calcule le gain mécanique idéal, donc le déplacement moteur est grand comparativement à un déplacement résistant à la circonférence de l'axe qui est petit. Et donc, ça va vous donner un gain mécanique idéal qui est très grand. Et donc, quel est l'avantage du gain mécanique idéal qui est grand? Bien, ça va réduire considérablement la force nécessaire pour tourner donc l'axe central. Et donc, ça me permet là, de tourner beaucoup plus facilement, mais évidemment, ça va prendre plus de temps. Pour accomplir une rotation complète, je devrais faire un plus grand mouvement au niveau de mon volant que si j'essayais de tourner simplement l'axe central là, que je suis en train d'essayer de faire tourner essentiellement. Donc, voilà un peu la différence entre les deux. Premier type où c'est l'axe qui fait bouger la roue. Donc, on a un gain mécanique qui est petit. Donc, beaucoup de force nécessaire, mais rapidité de rotation. Et dans le cas contraire, donc là où on actionne le volant pour faire tourner, ou l'actionne la roue pour faire tourner l'axe, bien là, j'augmente considérablement mon gain mécanique. Je réduis la force nécessaire pour faire tourner l'axe, mais évidemment, dans ça, je perds là, de la vitesse au niveau de la rotation. Donc, encore une fois, je ne ferai pas d'exemple ici mathématique de ça. On en aura un dans les prochaines minutes avec la section 2.5. Donc, voilà pour ça. Dernier type de machine ici, c'est un coin. Souvent, on confond le coin avec le plan incliné. L'objectif est semblable dans les deux cas, mais évidemment, l'objectif d'un coin, c'est de faire en sorte de séparer donc des matériaux. Donc, on pense ici là, vraiment peut-être à un objet, par exemple, pour séparer du bois, mais tout type de couteau
de ciseaux, n'importe quel objet tranchant, donc utilise le principe du coin. Donc, quel est ce principe-là exactement? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on utilise un outil tranchant ou un outil pour couper? On cherche à séparer donc un matériau en deux parties. Et je vais l'illustrer ici. Dans le fond, imaginons que j'ai un matériau quelconque. Oups, mon crayon a de la misère. Donnez-moi 2 secondes ici. Donc, je vais repartir tout ça pour avoir vraiment... Voilà. Donc, imaginons ici que j'ai un matériau quelconque et que je veuille le séparer. Donc, je veux le séparer d'une certaine distance là, entre les deux parties. Donc, imaginons que cette distance-là, si courte soit-elle, là, donc voilà ici, donc je veux déplacer. Et ça, dans le fond, c'est mon déplacement résistant. Donc, je vais être capable de séparer mon matériau en deux parties d'une certaine distance. Évidemment, tout dépendamment du type de matériau, bien sûr, mais si j'essaie de faire ça à main nue, imaginons que c'est du bois, évidemment, c'est impossible. Si c'est une grosse pièce de bois ou du métal ou n'importe quoi, oubliez ça. Oubliez ça, vous ne serez pas capable de faire ça. Donc, de séparer sur une très, très courte distance me prendrait une force ici résistante, là, ou du moins, je m'opposerais à une force résistante là, qui serait évidemment très, très grande et je ne serais pas capable de faire ça, évidemment, sans l'utilisation d'une machine. Donc, quel est le principe derrière le coin? Donc, évidemment, on veut toujours séparer donc notre objet en deux parties, mais ce faisant, je vais le faire progressivement. Et pour ça, je vais insérer donc une pointe, un objet effilé, et en insérant l'objet effilé, donc je vais faire déplacer cet objet-là sur une distance qui correspond donc à la longueur de mon coin. Donc, sur une lame de couteau, si vous avez une lame qui est très effilée, ben, votre lame a une certaine longueur ici, si vous voulez. Et donc, lorsque vous allez faire pénétrer cette lame-là dans votre matériau, ben, peu à peu, le matériau va se séparer petit à petit. Et quand vous allez avoir complété votre mouvement à l'intérieur de la matière que vous voulez séparer, ben, votre matière sera séparée de la largeur de votre couteau ou de votre objet tranchant. Donc, déplacement moteur, c'est la distance sur laquelle je vais pousser, je vais actionner mon coin, ma lame, mon objet tranchant, pour ensuite séparer donc mon matériau en deux parties, donc sur une distance qui correspond à l'épaisseur de la lame. Et donc, si je devais calculer, je vais effacer dans le fond ici tous mes beaux dessins, si je devais calculer le gain mécanique, bien, les deux dimensions qui m'intéressent quand j'analyse un objet tranchant, évidemment, c'est la longueur, si vous voulez, de la lame par rapport à l'épaisseur. Et ce que ça nous amène à penser, c'est que plus on a donc une lame qui est effilée, bien, une lame qui est effilée, c'est une lame où donc la longueur de la lame va être grande, le déplacement moteur va être grand pour un déplacement résistant qui est très petit. Et ce que ça va faire, ça, c'est que ça va augmenter le gain mécanique. Et en augmentant le gain mécanique, je réduis la force nécessaire pour être capable, donc, de séparer mon objet. Et c'est pour ça que si, par exemple, certains connaissent un peu les couteaux de cuisine, par exemple, japonais, ces couteaux de cuisine-là sont réputés être extrêmement tranchants et sont extrêmement effilés. Donc ça veut dire que vous avez une pointe là, qui est extrêmement fine et qui doit être entretenue là, de façon là, vraiment très, très minutieuse pour garder toujours cette pointe extrêmement fine ou pour faire en sorte ultimement là, de réduire l'épaisseur, si vous voulez, de la pointe par rapport à la longueur totale de celle-ci et augmenter considérablement le gain mécanique. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça fait en sorte là, que vous pouvez, avec une très faible force, donc couper des objets là, très, très, très facilement. Et c'est ce qu'on essaie de faire quand on effile donc des pointes des couteaux. On essaie justement de faire en sorte là, de diminuer l'épaisseur par rapport à la longueur et vraiment d'avoir une pointe la plus tranchante possible pour augmenter le gain mécanique.
Voilà pour ça. Voilà pour le coin. Encore une fois, je ne ferai pas nécessairement d'exemple mathématique pour le calcul là, du gain mécanique par rapport à différents contextes précis. Je pense que avec la formule que vous avez ici, vous serez capable d'arriver à calculer ça là, si vous connaissez donc l'épaisseur et la longueur d'une lame d'un coin. Vous devriez être capable de le faire là, très, très facilement. Voilà pour ça. Donc maintenant, en bas là, du premier tableau que vous avez à la section 2.4, vous en avez un second où on représente différents appareils qui sont une combinaison de différentes machines simples. Évidemment, donc, plus on évolue là, vers des objets qui sont complexes, plus on peut les analyser comme étant une suite ou une composition, si vous voulez, de différentes machines simples. Et ici, l'idée, c'est pas nécessairement de faire des calculs à proprement parler, mais c'est plutôt simplement d'essayer d'avoir une idée générale des différents types de machines là, qui sont en cause ici. Exception faite peut-être du treuil, et j'aurai peut-être un petit exemple ici où on pourra là, regarder ça là, plus en détail dans quelques instants. Donc, commençons par la hache. Quelles sont les deux machines ici en présence, les deux machines simples, les deux principes de machines simples? Bien évidemment, au niveau de la tête, on vient tout juste d'en parler, vous avez un coin ici. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Et l'autre chose qui est présente ici dans votre hache, ben, c'est le manche de votre hache. Et ce manche-là constitue donc un levier. Donc, le manche d'une hache, c'est un levier. Et qui plus est, on pourrait pousser donc l'analyse ici pour analyser le fonctionnement du manche d'une hache. On se rendrait compte que la main qui est la plus basse nous sert de point d'appui. On a la force résistante qui est à l'extrémité au niveau de la tête, donc là où j'essaie de trancher donc avec ma hache. Et la force motrice, ben, ce serait ma seconde main ici qui l'appliquerait. Donc, dans le cas du monsieur là, qui est là, ce serait sa main droite. Dès lors, nous aurions ici un levier qui est inter-effort. Donc, c'est un levier inter-effort qui nous est présenté ici, donc, dans cette hache-là. Est-ce que c'est nécessaire de l'indiquer ici? Non, mais je trouve intéressant quand même de le représenter. Sinon, un treuil. Un treuil, bon, évidemment, des appareils comme un treuil, là, maintenant, de nos jours, sont rares pour aller chercher de l'eau dans un puits. Mais bon, on peut utiliser ce principe-là à différents égards. Et vous allez voir une démonstration là, très simple de ça. Vous avez ça notamment, par exemple, sur des espèces de dispenseurs à boyaux d'arrosage. J'en aurai un exemple dans quelques instants de ça. Donc ici, le principe d'un treuil, c'est que vous avez une corde qui s'enroule autour d'un cylindre, et ce cylindre-là porte un nom. Il faut peut-être l'indiquer ici, c'est un nom qui est important parce qu'il reviendra à quelques endroits. Donc ça s'appelle un tambour, ici. Donc un tambour, oh mon B ici, pas super, hein? On va le refaire, voilà. Est-ce que je peux effacer? Voilà. Donc B ici pour tambour, voilà. Donc c'est le tambour, c'est là où le cylindre sur lequel s'enroule la corde. Et pour actionner donc ce cylindre-là, on a une espèce de manivelle ici. Donc, quels sont les principes qui sont en jeu? Eh bien, évidemment, au niveau donc de la manivelle, c'est encore une fois un principe de levier. Si je n'avais pas cette manivelle-là et que j'essayais directement de tourner donc mon tambour à l'aide de l'axe central, ce serait extrêmement difficile à réaliser. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer dans une petite vidéo dans quelques instants. Et ensuite, donc comme je le disais, je parlais d'un axe central. Bien, cet axe central-là fait tourner le cylindre. Donc, qui dit axe et cylindre, bien, on a un principe, dans le fond, de roue et d'axe ici qui est en jeu. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, et je vais le montrer dans ma petite vidéo d'exemple dans quelques secondes, c'est d'en arriver à partir de ça à un calcul au niveau du gain mécanique, donc d'un treuil. Et ce gain mécanique-là va avoir, dans le fond, un rapport par rapport donc au mouvement de la manivelle ici, qui fait un cercle, qui fait une circonférence, et également donc au mouvement du tambour ici, qui a également une certaine circonférence. Mais j'y reviendrai dans ma petite vidéo dans quelques instants.
La brouette, on en avait parlé abondamment dans le tutoriel sur les leviers. Donc, c'est un levier interrésistant. Donc, évidemment, on a le levier ici et également, on a un principe de roue et d'axe au niveau du point d'appui. Donc, voilà pour ça. Donc, l'idée ici, je le répète, c'est pas nécessairement de faire une grande analyse de chacune des machines, mais c'est juste d'être capable de reconnaître que dans certaines machines, il y a plusieurs éléments en jeu, plusieurs principes de machines simples en même temps. Donc, justement, parlons ici du treuil. Je le mentionnais il y a quelques instants. J'ai fait ici une petite vidéo où je démontre un peu le principe, l'utilité de la manivelle que vous avez dans le treuil. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai utilisé donc une espèce là, de dévidoir là, à boyau d'arrosage ici, où j'ai attaché à ça une espèce de ensemble de clés là, en métal. Là, donc, c'est un objet qui est relativement lourd. Et regardez bien ce que j'ai essayé de faire ici. J'ai tenté de faire. Donc, j'ai tenté de tirer pour soulever donc mon ensemble de clés, mais non pas en utilisant la manivelle, simplement en utilisant donc l'axe central ici, là, sans utiliser la manivelle au complet. Donc, vous allez voir ça dans quelques instants, qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai été incapable, en quelque sorte, là, de tirer sur la manivelle. Donc, c'est parti ici. Donc, vous voyez ici, j'essaie de bouger, donc de tourner ça. C'est vraiment pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace non plus pour tirer. Et ensuite, évidemment, donc ce que j'ai fait, bien sûr, c'est d'aller utiliser la manivelle. Donc, je vais essayer de stopper la vidéo à un moment judicieux. Voilà. Oh non, je n'ai pas du tout stoppé, j'ai changé d'image. Je vais le représenter ici. Je vais le montrer lorsque je vais me mettre à tourner quand la manivelle va être à son point le plus bas. Donc, ça serait ici. Excellent, merveilleux. Ça démontre exactement ce que je voulais discuter avec vous. Donc, vous voyez ici, je suis au point le plus bas. Et donc, si j'avais à faire une analyse du gain mécanique de ce treuil, donc on se rappelle, gain mécanique idéal, déplacement moteur sur déplacement résistant. Donc, lorsque j'utilise la manivelle, le déplacement moteur représente, si vous voulez, la circonférence donc, du mouvement de la manivelle. Donc, ma manivelle ici, vous voyez qu'elle va faire un mouvement de rotation comme ceci. Je ne ferai pas un mouvement complet parce que je n'ai pas une très, très grande distance à franchir, mais on comprend que si j'avais une plus grande distance à franchir, il faudrait que je tourne plusieurs fois la manivelle. Donc, le rayon, ou plutôt même la circonférence, donc, je vais marquer ici circonférence manivelle, donc manivelle, ce serait mon déplacement moteur. Quel est le déplacement résistant? Ben, à chaque fois que je tourne la manivelle, ben, le tambour donc, de mon treuil, donc la corde s'enroule autour du tambour, donc la circonférence du tambour donc, représentera mon déplacement résistant parce que chaque fois que je tourne, dans le fond, un tour complet de la manivelle, donc la corde ou le boyau ici s'enroule autour de mon tambour d'un tour complet, ce qui veut dire que mon objet ici que je soulève va se soulever donc d'une distance qui correspond à la circonférence. Donc, puisque j'ai enroulé une longueur complète là, de la circonférence de mon tambour, ben, ça veut dire que l'objet, la charge que je soulève va s'être soulevée de la même distance. Donc ça représente en somme mon déplacement résistant ici. Donc, déplacement moteur au niveau de la manivelle, déplacement résistant au niveau du tambour. Et donc, encore une fois, plus vous avez un grand écart entre la circonférence de la manivelle et la circonférence du tambour, plus vous aurez un gain mécanique élevé. C'est ce qui explique que dans la première partie de ma vidéo, la circonférence de la manivelle, j'en avais à peu près pas. Là. Donc, j'avais une très petite circonférence de manivelle, donc sur une très grande circonférence de tambour. Et donc, ça me donne ici un gain mécanique qui est très faible. Gain mécanique qui est très faible, ça veut dire que je vais avoir beaucoup de difficultés à essayer d'actionner la machine. La force motrice requise va être très grande par rapport à l'objet que je soulève. Si j'étais capable d'actionner ça, par contre, ce que je ferais, c'est que je gagnerais beaucoup de temps. Ça se soulèverait beaucoup plus rapidement. Donc, voilà pour ça.
Donc, voilà pour les autres types ou combinaisons. Il reste une dernière chose à aborder ensemble, et c'est la question justement de comment calculer le gain mécanique de machines qui sont constituées de plusieurs machines. Donc, des machines composées de plusieurs machines simples. Et donc, ça, vous avez ça tout au bas de la page 3 de votre document. Donc, le gain mécanique des machines composées. Donc, il y a un principe ici à respecter qui est très, très simple. Donc, le gain mécanique d'une machine composée, donc constituée de plusieurs machines simples, se calcule en multipliant les gains mécaniques des machines constituantes. Donc, si j'ai plusieurs éléments, bien évidemment, donc, je devrais là, à chaque fois là, multiplier les gains mécaniques. Et ça se comprend assez facilement. Je peux faire un mini-exemple ici. Pourquoi est-ce qu'on multiplie les gains mécaniques? Donc, je vais faire un exemple très simple avec des poulies. Donc, imaginons ici que j'ai une première poulie, une poulie mobile, donc sur laquelle j'ai une charge ici avec un poids de 100 newtons. Je vais mettre ici un poids, pas une masse. Donc, vous savez que si on a une poulie, donc retournez voir, si jamais là, vous n'êtes pas certain, retournez voir là, le tutoriel là, sur les poulies. Donc, si on a une poulie mobile comme celle-là, le gain mécanique de cette poulie-là, je vais l'écrire ici, le gain mécanique, c'est 2. Donc, GM, c'est 2. Et ça veut dire que dans le fond, dans chacun de mes brins de corde, là, les deux parties de la corde ici qui supportent la charge, je vais avoir une charge de 50 newtons. Si tout ça vous est obscur, retournez voir le tutoriel sur les poulies. Si j'accroche à la corde que je dois actionner ici une autre poulie mobile, donc imaginons ici, là, ça ne sera pas tout à fait droit mon truc, là, mais c'est pas grave. Donc ici, une autre poulie, et là que j'accroche ma corde comme ça, on se comprend. Donc une autre poulie mobile avec un autre gain mécanique de 2. Donc désolé pour le dessin qui n'est pas super. Gain mécanique de 2. Donc là, je suis en train de tirer avec cette deuxième poulie-là une force motrice ou une force résistante, donc pour ma deuxième poulie, de 50 newtons. Donc si j'essaie de soulever 50 newtons avec cette poulie-là, ben ce 50 newtons-là va être divisé en deux parties. Il va être divisé en 25 et 25. Donc, si je compare, pour actionner tout ce système-là, la force que je dois appliquer sur la corde ici, par rapport à la charge qui est là, donc ma force résistante, la charge que j'essaie de soulever, c'est 100 newtons, et la force motrice que je devrais appliquer ici, c'est 25 newtons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc, l'écart entre les deux, c'est un écart, dans le fond, de x4, ou de diviser par 4, c'est selon. Donc, ça veut dire que le gain mécanique entre la force motrice nécessaire pour actionner mon système et la force résistante, c'est un gain mécanique de 4. Comment j'ai fait pour en arriver là? Avec mon gain mécanique de 2, avec un autre gain mécanique de 2, donc j'ai pu multiplier les gains. Et si j'avais ajouté une autre machine, j'aurais encore divisé donc par 2. Donc ça veut dire que là, je serais passé d'un facteur 4 à un facteur 8. Parce que j'aurais pris mon 25, je l'aurais encore divisé par 2. Donc 2 fois 2 fois 2. Donc ça fait un gain mécanique de 8 dans ce cas-là. Et peu importe les gains mécaniques de chaque partie, puisque la force se divise de cette façon-là, je vais multiplier les gains mécaniques. Et en regardant maintenant le système au complet, ça va me donner, dans le fond, le gain mécanique du point de départ au point d'arrivée. Donc la force résistante à la force motrice nécessaire là, pour actionner mon système au complet. Donc, allons-y avec un petit exemple mathématique et qui va nous servir en même temps de révision sur les différentes machines en même temps. Là. Donc ça, c'est intéressant pour notre petit exemple ici. Donc voici un système, bon, évidemment, c'est un système qui est tout à fait là, illogique et impossible. Là. Je ne comprendrais pas que quelqu'un voudrait utiliser ce système-là pour faire la tâche demandée. Donc, le système qui est ici composé de plusieurs poulies, roues et axes, leviers et plans inclinés. Donc, l'objectif ultime, c'est de prendre la charge qui est ici et de la soulever d'une hauteur de 5 cm, qui est la hauteur du plan incliné. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, partons du début. On va tirer, ça c'est le point de départ ici. Notre première machine, c'est la poulie numéro 1 qui est ici. On va tirer, on va actionner la corde qui est là. Donc, la force motrice va venir s'appliquer ici. Donc,
La poulie mobile va se soulever vers le haut. Donc, va venir actionner un système roue et axe. Donc, la corde va s'enrouler, c'est-à-dire la corde va actionner la roue. Et là, vous avez une corde qui va s'enrouler autour de l'axe. Cette corde-là va faire baisser, dans le fond, on va tirer sur la corde qui est ici. Et donc, va tirer donc, le levier, notre troisième élément, vers le bas. Donc, si je tire le levier vers le bas, la corde à l'autre extrémité va se soulever, et ce qui va actionner, dans le fond, notre quatrième élément, la poulie. La poulie va monter, va tirer la corde vers le haut, qui va venir actionner notre cinquième élément, un nouveau levier. En montant, donc, vers le haut, le levier à l'autre extrémité va aller vers le bas, et ça va tirer, dans le fond, sur la corde ici, sur le système, et ça va donc actionner donc, notre dernier élément qui est notre plan incliné. Donc, ça va tirer la corde le long du plan incliné, ce qui va soulever, bien sûr, la charge qui est là. Certains pourraient dire, hey, il y a une poulie ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez voir qu'on aurait beau l'intégrer à notre calcul, ça ne changera rien. Même principe ici, pour le système qui est là, on va vraiment considérer tout ça comme un seul système. Donc, voilà. Donc, pour arriver à connaître le gain mécanique de cette machine-là, on va décomposer les 6 éléments un par un, puis on va calculer leur gain mécanique individuellement. C'est pour ça que je vous disais que ça va nous servir un peu de révision pour la question des gains mécaniques. Donc, c'est parti. Première poulie ici. Donc, quel est le gain mécanique de cette poulie-là? Donc, combien y a-t-il de cordes qui supportent la charge? Il y en a une ici et il y en a une là. Cette corde-là ici ne supporte pas la charge, c'est simplement la force motrice qui va être actionnée ici. Donc, deux cordes qui supportent donc la charge qui est vers le bas comme ça. Donc, le gain mécanique de cette poulie, ce sera 2. Donc, ça va être notre premier gain mécanique. On prend ça en note. Ensuite, système roue et axe. Donc, on actionne ici avec une force motrice, donc la roue. Donc, ça veut dire qu'au niveau de notre roue ici, j'essaie de tracer donc un mouvement circulaire comme ça. Donc, la circonférence de la roue, c'est notre déplacement moteur. Et en contrepartie, à chaque fois qu'on tourne la roue, donc l'axe se tourne. Donc, ça serait le déplacement résistant. Donc, on a vu dans le cas d'une roue et un axe, déplacement moteur, c'est la circonférence de la roue. Donc, circonférence de la roue, c'est pi fois le diamètre. Donc, pi fois le diamètre de la roue qui est 5 cm. Et le déplacement résistant, ça va être pi fois le diamètre de l'axe, donc pi fois 1 cm. Et là, certains auront vite compris que dans le fond, je n'ai pas vraiment besoin de calculer en termes de circonférence parce que les pi vont s'annuler. Hein, si on fait le calcul ici du gain mécanique, je vais l'écrire ici à gauche. Donc, gain mécanique idéal, donc c'est delta xm sur delta xr. Donc, on va avoir pi fois 5 cm divisé par pi fois 1 cm. Les pi vont s'annuler, les centimètres vont s'annuler. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 5 sur 1. Donc, le gain mécanique, je l'ai calculé le gain mécanique idéal. Je ne vais pas spécifier ici là, que c'est idéal ou que c'est réel. On sait que c'est le gain mécanique idéal qu'on a calculé, mais évidemment, on suppose qu'il n'y a pas de frottement dans cette machine-là. Donc, pour tous les constituants de la machine, donc le gain mécanique ici sera de 5. On prend ça en note. On passe à la prochaine machine. Voici un levier. Quel type de levier? Évidemment, c'est un levier inter-appui. Donc, l'appui se trouve au milieu donc, de la force motrice, la force résistante. Ce levier-là est actionné à droite. La force motrice est ici. Et la force résistante est à gauche. Ce qui veut dire que le bras de levier moteur est de 4 cm. Le bras de levier résistant est de 2 cm. Et on a vu que dans le cas des leviers, gain mécanique, ça revient à diviser le bras de levier moteur par le bras de levier résistant. Donc, autrement dit, 4 divisé par 2, ce qui nous donne un gain mécanique de 2. Donc, pour le levier, c'est réglé. Ensuite, prochaine poulie. Bon, on va y aller très rapidement. C'est encore une poulie mobile. Donc, c'est comme la première poulie. Donc, le gain mécanique est encore de 2. J'ai 2 forces, dans le fond. J'ai 2 brins de corde qui supportent ma force résistante ici. Donc,
2 brain cords, gain mécanique de 2. Donc, voilà pour ça. Nouveau levier qui est actionné. Il est actionné ici à droite. Donc, la force motrice agit à droite. Ce qui tire, dans le fond, sur la force résistante là, à gauche, ici. Donc, FR comme ça. Donc, bras de levier moteur, distance entre force motrice et point d'appui. Bras de levier résistant, distance entre force résistante et point d'appui. Donc, on a un bras de levier moteur de 1 sur un bras de levier résistant de 3. Donc, au niveau du gain mécanique idéal. LM sur LR. Donc, ça nous donne 1 sur 3. Donc, c'est le premier objet parmi tous nos objets dans notre machine complexe où on a un gain mécanique qui est inférieur à 1, ce qui veut dire que pour actionner ce levier-là, ça nous prend une force qui est supérieure à ce qu'on aurait besoin si on n'avait pas de levier, mais en contrepartie, je gagne la vitesse. Donc, mon mouvement ou ma tâche va se faire 3 fois plus rapidement avec ce levier-là si je suis prêt à mettre 3 fois plus de force que nécessaire donc, pour l'actionner. Donc, gain mécanique de 1 tiers pour ce levier. Passons au dernier élément de notre machine. Donc, c'est le plan incliné. Donc, on a vu au tout début de la vidéo le plan incliné. Donc, c'est essentiellement, donc, on peut calculer le gain mécanique en faisant la longueur du plan incliné sur sa hauteur. Donc, longueur sur hauteur. On a ces deux informations-là ici. Petit mot ici sur la poulie qui est là. Donc, certains pensaient que cette poulie-là a une incidence sur notre gain mécanique. La réponse, c'est non. Parce que dans le fond, ici, la force motrice actionne donc la poulie comme ça ici, et la force résistante serait comme ça. Ce qui veut dire qu'on a un brain cord qui tire la charge. Si on a un brain cord qui tire la charge, ça veut dire que le gain mécanique de la poulie est de 1. Et ça, dans le fond, ça ne change absolument rien là, à notre machine. Gain mécanique de 1, c'est comme s'il n'y avait pas de machine. Donc, le seul avantage ou le seul intérêt d'avoir cette poulie-là, c'est pour changer la direction de la corde. C'est pas pour avoir gagné une force là, ou décupler la force que notre machine exerce. Donc, si je fais la longueur du plan incliné de 10 cm sur la hauteur de 5 cm, eh bien, le gain mécanique de ce plan incliné-là sera de 2. Bref, on a tous les éléments de notre machine en place. Quel sera le gain mécanique total de toute cette machine-là? Donc, c'est parti. On fait un rappel. Première poulie, gain mécanique de 2. Système roué axe 5. Levier 2. Poulie 2. Levier, deuxième levier, 1 tiers. Et plan incliné 2. Donc, si on veut calculer le gain mécanique total de toute cette machine-là, donc je vais marquer ici GM. Oh, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de place ici. GM total. Je n'arriverai pas à l'écrire correctement. Bon, je pourrais l'écrire. Bon, je vais l'écrire ici à côté. Peut-être dans la marge, comme ça va être mieux. GM total. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier chacun des gains mécaniques donc, que nous avons dans cette machine-là. Donc, c'est parti. 2 fois 5 fois 2 fois 2 fois 1 tiers fois 2. Et ça va nous donner ici, donc, notre réponse. Si on multiplie tous les nombres, là, tous les numérateurs, donc 2 fois 5 fois 2 fois. Je recommence 2 fois 5 fois 2 fois 2 fois 2, ça nous donne 80 au numérateur. Et au dénominateur, on a un 3, donc 80 tiers. Et je l'ai calculé ici, donc 80 tiers. 80 tiers, là, si vous mettez ça en nombre décimal, ça vous donne là, un gain mécanique de 26,6 périodiques. Ce qui veut dire que pour soulever la charge qui est ici d'une hauteur de 5 cm, vous pouvez utiliser cette machine-là et vous forcerez 26 fois moins que si vous n'utilisez pas la machine. Mais, par contre, vous forcerez 26 fois plus longtemps. Donc, ça serait très, très, très long là, actionner toute la machine ici là, pour faire en sorte que le bloc se soulève jusqu'au haut du plan incliné. Bien sûr, je le répète, cet exemple-là est un exemple qui est complètement impossible, invraisemblable. Il n'y aurait pas aucune machine qui utiliserait tout ça. Je ne suis même pas sûr que la machine, en termes de cordes, là, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a assez de cordes pour que tout ça fonctionne correctement. Bref, c'est un exemple, bien sûr, là, très, très théorique,
Mais quand même, néanmoins, ça nous permet là, de montrer un peu là, les façons de calculer tout ça. Donc, on peut décomposer notre machine en plusieurs sous-machines, calculer le gain mécanique de chacune d'entre elles, et ensuite, donc, calculer en multipliant le gain mécanique total. Donc voilà, ça fait le tour de tous ces autres types de machines, les machines composées, les combinaisons possibles. Et donc, à partir de ça, là, il va nous rester une dernière chose à élaborer, là, à étudier. Donc, c'est les questions d'énergie, le travail, le rendement, donc l'efficacité énergétique là, de certaines machines, la puissance également. Et ça, on fera ça dans le prochain tutoriel.